Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au 13h des Day Traders. Nous sommes le vendredi 22 juillet 2016, le point à la mi-séance en Europe sur la plupart des marchés. Et je vais revenir sur l'analyse technique intraday du GR30, du CFD GR30, qui a donc atteint la moyenne mobile à 20 périodes comme envisagé, qui rebondit dessus. On va faire l'approche intramarché de ces trois indices boursiers qui pour le coup présentent exactement la même analyse technique, donc ça c'est plutôt rassurant. En tout cas, ça renforce la conviction. Le marché des changes est toujours une volatilité assez faible sur le taux de change euro-dollar malgré tous les fondamentaux récents. Mais en l'état, hier, les annonces de la Banque Centrale Européenne étaient déjà contenues dans les cours parce qu'il n'y avait pas de nouveauté hormis un report dans le temps du programme de quantitative easing, donc les deux programmes, le corporate et celui qui concerne la dette publique des États, qui est reporté, dont la fin est reportée à mars 2017. Alors, aujourd'hui, sur l'agenda macroéconomique, vous le savez déjà, mais je le rappelle, des chiffres qui concernent l'économie du Canada tout à l'heure à 14h30. D'ailleurs, aujourd'hui, parmi les taux de change, c'est sur l'USD4 qui a un peu plus de volatilité réalisée, donc voilà, en lien avec l'agenda. Et aux États-Unis, toujours des résultats des entreprises américaines, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. Depuis le début de la saison des résultats trimestriels, sur les 500 entreprises du S&P 500, et au passage, lisez l'avertissement sur les risques liés au trading pendant l'introduction, elles sont 100 à avoir publié, un bon 80% à avoir dépassé les attentes. Ça permet donc toujours au dollar américain de s'apprécier. Pour quelle raison? Parce qu'on sait que depuis 2 semaines, c'est ce que montrent en tout cas les données publiées sur les fonds, des déplacements de capitaux des actions européennes vers les actions américaines et donc sans surprise les nouveaux records historiques des marchés actions américains. Donc trader sur marge comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur car cela peut générer des pertes qui dépassent votre capital de trading. Alors, l'indice PMI manufacturier aux États-Unis, et bien sûr il y a de la volatilité sur la livre sterling, mais bon, ça c'est pour les raisons qu'on connaît et on va en reparler aussi. Sur l'agenda macroéconomique, on attend l'indice PMI manufacturier aux États-Unis, mais c'est la dernière lecture, donc c'est la moins importante. C'est pour ça que dans le calendrier, vous ne l'avez pas vu en importance forte. Pour les indices PMI, qui sont donc des indicateurs avancés, Purchasing Manager Index, l'indice de confiance des directeurs d'achat, donc c'est un poste en entreprise, on se sert en fait du sondage de ces agents-là, parce que forcément lorsqu'on est directeur d'achat, on est obligé un minimum de se projeter, et à partir de là, on peut envisager la façon dont les entreprises se projettent pour voilà, leur carnet de commandes, quoi. Et pour l'instant aux États-Unis, il est bon. Ce qui était moins le cas au sein des pays donc, de la zone euro, d'où la sous-performance des actions européennes. Alors malgré tout, les actions européennes ont quand même une dynamique positive depuis le début du mois de juillet, même si on sous-performe largement Wall Street, on a quand même une phase ascendante. Hier, malgré euh, l'intervention de Mario Draghi qui s'est montré très optimiste quant au succès de son action sur l'économie réelle, les marchés actions n'ont pas décalé. Par contre, ce matin, ils ont reculé en première partie de séance vers les tout premiers supports et ils repartent de l'avant. Je conserve, techniquement parlant, une conviction positive sur les marchés actions européens en intraday tant que ces derniers se maintiennent au-dessus d'un indicateur de tendance. Alors moi je vous propose en fait d'avoir une approche chartiste simple. Vous pouvez sur le CFD GR30, sur le CFD FRA 40 et surtout sur le CFD EUS TX 50, vous n'êtes pas obligé de le trader, mais dites-vous bien qu'il représente les mouvements de l'indice Eurostoxx 50, et pour le coup cet indice-là, d'une part il est tradé chez les gérants, et d'autre part c'est l'indice que tout le monde regarde dans le monde pour se positionner vis-à-vis des actions de la zone euro. Et lorsque vous superposez le CFD EUSTX 50 en intraday, en H4 et le CFD GR30, à peu de choses près, vous avez un chart équivalent. Donc, vous positionnez sur vos graphiques la moyenne mobile simple sur la plateforme, on appelle ça la MVA, à 20 périodes et à 50 périodes sur l'horizon de temps H4. Et vous allez voir que depuis 3 séances, le marché achète cet indicateur de tendance. La vue de marché est donc la suivante.
au-dessus de cet indicateur de tendance qu'on peut acheter à chaque test d'ailleurs, et ce matin le DAX l'a testé, l'Eurostoxx 50 l'a testé, on peut envisager une résolution haussière de cette structure. Je ne veux pas pousser le chartisme trop loin, mais au final, on peut avoir aussi, oui, c'est très proche, le CFD USTX 50, oui, en termes de dynamique, vous ne verrez aucune différence avec le contrat à terme Eurostoxx 50, avec le futur, donc c'est la même chose, donc vous pouvez tout à fait l'utiliser. Donc au-dessus de cet indicateur de tendance, alors dans l'idéal en plus on peut l'utiliser pour gérer son risque, c'est-à-dire qu'on peut placer le stop de protection en dessous. Structure hypothèse épaule inversée, on a un niveau d'accélération à 2983. Est-ce qu'on peut vraiment accélérer cet après-midi? Comme d'habitude, ça dépendra de Wall Street, qui par contre s'expose toujours à un retracement. Mais actuellement, les marchés actions US restent quand même sacrément perchés, donc voilà. Alors, l'Eurostoxx 50, vous voyez, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais épaule, tête, épaule inversée de continuation, avec une épaule droite bien délimitée dans sa partie basse par cet indicateur, donc, qui est donc là, hein, la MVA 20H4. Et sur le GR30, c'est la même chose. En plus, elle est venue renforcer le support à 10 084. Alors 10 084, je ne l'ai pas mis au hasard. Si vous passez en cours de clôture, vous allez voir que c'est pile poil, ici, le précédent sommet. Donc on a toujours cette succession de creux et sommets ascendants. Alors pour être parfaitement transparent, ce matin, on va aller aux alentours de 10 100. J'ai proposé d'être vendeur pour 30 points et d'aller chercher la moyenne mobile. Alors bon, je suis moi-même bluffé, mais c'est ce qu'a fait le marché. Donc ça a été payé. On a un beau chandelier H4. Si vous prenez tous les chandeliers H4 sur le GR30 depuis la cassure des 10 084, on n'avait que des mèches hautes. Et là on a une mèche basse. Bon, bah, si on fait confiance aux bougies japonaises, eh bien c'est probablement un chandelier positif qui devrait permettre d'aller chercher le sommet du 21 juillet, donc ça fait 10 199. Donc voilà, ça c'est mon anticipation. Je visais d'abord le test, c'est fait. Maintenant j'envisage cet après-midi que l'on puisse pousser vers ces 10 199. Alors après le timing n'est plus là, hein, naturellement, le point d'achat était là. Le premier support, la moyenne mobile. Et n'oubliez pas toujours, lorsque vous tradez le GR30, d'avoir à côté l'Eurostoxx 50. Et là, c'est très rassurant de voir qu'ils ont la même analyse technique. Qu'est-ce qui validerait un scénario baissier? C'est de briser la MVA. Attention tout de même, parce qu'à l'époque, on l'avait brisé puis on l'a réintégré. Donc, on est toujours un peu dans cette dynamique qui consiste à prendre à contre-pied ce piège du 19 juillet. Le FRA 40, c'est la même chose. MVA, 4400. Bon, cet après-midi, j'envisage quand même qu'on puisse repousser vers ces 4400, ce qui correspond donc à ces 10 199 du GR30 et, et ça a été déjà fait en plus sur l'Eurostoxx 50, les 2983. Alors, sans surprise, cette dynamique favorable ce matin sur les actions européennes depuis la clôture H4 là, de 11h s'accompagne d'une baisse du contrat Bund. Il y a une reprise générale des taux obligataires au sein de la zone euro. Bon, pourquoi? Parce que voilà, la Banque centrale, hier, elle a quand même livré une approche positive. Il n'y a pas non plus là quelque chose d'hyper directionnel. Je n'ai pas de trade à vous proposer sur le bout. Non, mais franchement, bon, voilà, la seule chose c'était ce niveau-là sur le GR30. Je ne sais pas si certains avaient vendu pour viser là. Je ne sais pas si d'autres ont pu payer l'indicateur de tendance. Vous connaissez ma méthode. Ce sont ces moyennes mobiles qui m'intéressent beaucoup et sur tous les horizons de temps. Laissez-moi par exemple vous montrer quelque chose d'intéressant aujourd'hui sur l'USD Yen. On va parler de l'USD CAD aussi. Pour l'instant il fait rien, l'USD 4 ça un range depuis plusieurs mois, mais plus je l'observe visuellement, donc d'un point de vue graphique, plus j'ai le sentiment qu'à terme on pourrait réaliser une cassure haussière. C'est pas encore le cas, mais celle-là je la surveille comme de l'huile sur le feu, parce que le jour où le marché break, ça partira exactement comme les paires en yens l'ont fait la semaine dernière. Alors, je vous ai proposé hier une stratégie d'achat de l'euro-yen au-dessus des 116,50. Ça se déroule plutôt bien. Le marché a pris 50 points. C'est pas gagné pour autant. Donc, gardez quand même à l'esprit qu'il est impératif de gérer le risque
sous les 116,37 maintenant. Le taux de change USD Yen, lui, a-t-il piégé les investisseurs? Oui et non. Il ne les a pas piégés à partir du moment où on a vendu le haut du canal, mais aujourd'hui on a une structure en avalement baissier d'hier. Les configurations en bougie japonaise sont des configurations dont l'impact est immédiat. C'est-à-dire que si vous avez un avalement baissier, la séance d'après doit voir l'avalement agir tout de suite. Et là, pour l'instant, c'est pas le cas. Alors, bien sûr, c'est la session américaine qui compte. C'est eux qui ont le lead actuellement. Et forcément, en Europe, lorsqu'on voit Wall Street faire des nouveaux records historiques, on les observe, plus que par le passé. Donc, pour l'instant, l'USD Yen, je ne peux pas vous dire qu'il a fait un point bas et qu'il faut l'acheter. C'est vrai qu'elle n'est pas tout à fait touchée, la moyenne mobile Chartoni, hein, c'était entre 10 084 et on a fait entre les deux, quoi. Non mais c'est pour ça, attention, je dis pas que j'avais dit qu'il fallait acheter, hein, en tout cas, on constate que ce sont des indicateurs qui servent. Alors je ne sais pas par contre ce que vous pensez de l'USD Yen, et je serais curieux que vous me donniez votre opinion. C'est qu'on a cet avalement, donc on n'a pas forcément envie de payer, mais voilà, là aujourd'hui, après un tel avalement, on aurait dû décaler. Là, c'est pas le cas. Il manque la session US. On va peut-être faire une grosse rouge et finir là, hein. Ça reste possible. D'ailleurs, ceux qui ont shorté gèrent leur risque au-dessus du cours d'ouverture du chandelier d'hier. Maintenant, en H4, regardez ce que fait l'USD Yen. On retrouve ces deux moyennes mobiles efficaces, donc la 20 période et la 50, ici sur le H4, et vous avez un range trading. Tant que le marché se maintient sous la 20, c'est la structure d'hier qui a le dessus. On la refranchit, autant vous dire qu'elle est invalidée. Et lorsqu'on invalide un signal baissier, généralement on a en face le mouvement opposé volatile, donc un gros contre-pied positif. Ce qui la validerait, ce serait de briser MM50. Donc là, ce que vous pouvez faire clairement, en H4, vous mettez vos deux indicateurs de tendance. À la première clôture de part et d'autre, il y a un signal de trading. Si la prochaine clôture H4 voit la cassure haussière de MM20, on remonte tout en haut. On brise la MM50 H4, on fait carrément le pullback sur 103,39. Alors, à quoi est due cette jambe de baisse hier de l'USD Yen? Ce sont les déclarations d'Aoriko Kuruda rappelant que ce qu'on appelle l'argent hélicoptère, la monnaie hélicoptère, n'était pas à l'ordre du jour. Mais voilà, la Banque centrale japonaise, plus que les autres banques centrales, sait manier le verbe. C'est son premier instrument de politique monétaire, les mots. Et peut-être que ces déclarations sont aussi pour créer la semaine prochaine un effet de surprise. La prochaine décision en matière de taux de la Banque centrale du Japon, c'est le 29 juillet. Alors, dites-vous bien que la dernière semaine du mois de juillet s'annonce haute en couleur, avec la semaine prochaine la Réserve fédérale. Pas de conférence de presse de Janet Yellen prévue mercredi prochain, mais malgré tout, donc, un communiqué de presse qui ne manquera pas d'avoir une influence ici sur les marchés. La UD-USD est toujours au-dessus de la ligne de tendance. Après, ça part pas encore, mais j'y crois. Moi personnellement, j'envisageais hier l'achat avec un stop sous 74,50. Bon, bah, pour l'instant, c'est encore actif. Il faut briser la 20 jours. En tout cas, le risque était contenu. L'USD CAD. Alors, l'USD CAD, range trading. Je ne sais pas là comment vous voyez les choses, mais je me dis de plus en plus qu'on fait une espèce de phase de creux. Reste que c'est un range, comme le montre le RSI, que pour l'instant, on remonte chercher le haut du range, donc c'est une résistance, on ne paye pas une résistance. Je vous en avais beaucoup parlé lorsqu'on avait fait ici, le 15 juillet, une ligne pénétrante haussière, donc une configuration en deux chandeliers japonais. J'apprécie tout de même l'alignement que commencent à prendre les moyennes mobiles. Bon, là, on est sous résistance, c'est-à-dire que je sais que certains vont shorter. Et ils ont raison, il y a une résistance. Moi, par exemple, si je vous parle à nouveau de mon compte de trading réel, et je vais vous en reparler d'ailleurs la semaine prochaine dans la conférence en ligne, moi à titre personnel, je ne vendrai pas. J'ai peut-être tort, mais c'est parce que, graphiquement parlant, je me demande ce qu'on est en train de construire ici, et d'autre part, l'USD est quand même une devise solide. Et même si la Fed ne relève pas ses taux la semaine prochaine, tout le monde le sait que la Fed ne relèvera pas ses taux la semaine prochaine. Donc limite, c'est pas ça qui importe. Ce qui va compter dans le communiqué de la Fed la semaine prochaine,
c'est sa vision de tout ce qui est connexe à l'économie américaine, à savoir les risques internationaux ou exogènes. Et dans les risques exogènes, je mets la politique. Si la Fed ne s'en inquiète pas, comme hier la BCE, le marché va se dire en septembre ou en décembre, elle va monter les taux. Et à ce moment-là, surveiller la semaine prochaine une cassure des 1,32. Si c'est le cas, on prend 300 points. Mais il ne faut pas acheter en amont en se disant ça va casser 1,32. Ça va peut-être jamais casser, ou on peut rester en range encore, jusqu'à fin août. Donc, mais en tout cas, dans les actifs à mettre en surbrillance, il y a ça. Oui, le programme de la conférence de la semaine prochaine a été publié partout. Je vais vous le redonner. De toute façon, lorsque vous cherchez un événement organisé par FXM, vous allez sur fxm.fr. FXM. Je vais vous donner le lien. Donc, la conférence en ligne. En fait, vous avez une section conférence en ligne sur le site d'FXM avec le programme qui est à chaque fois mis à jour. Donc, là, je vous montre ce que c'est. Je vous ai donné le lien. Voilà, vous avez tout le programme qui est là. Et je recevrai notamment Julien Desbenzal de Future Asset Management, David Wagner de Professeur Forex, Money Poche, etc. Plus des interventions internes. Et notamment, on vous présentera en détail l'offre CFD sur action qui sera à partir du mois de septembre disponible en direct sans passer par le serveur MetaTrader sur la TS2, la Trading Station. Donc voilà. Donc là on est sous résistance. Avec les stats ça peut reculer, mais moi je fais rien à ce niveau-là. J'ai plutôt tendance soit à attendre un retour sur support et à surveiller une accélération. Et puis ceux qui shortent la résistance, ils ont raison pour le principe du money management. Alors, le GBP est à nouveau mis sous pression. Satisfait de constater l'action de cette ligne de tendance sur l'euro GBP. Attention, on n'est pas encore sorti du range, mais ça commence à pousser sur le GBP. À la vente. Et il faut aussi voir une chose, l'euro est solide depuis hier la BCE. Mais si vous voulez une stratégie d'achat de l'euro, vous ne mettez pas face aux devises fortes. Ce qui signifie qu'en priorité, privilégiez les supports de l'euro GBP ou encore les supports de l'euro yen. L'euro dollar, c'est un moins bon candidat vu la force propre du dollar américain. Un peu comme ça qu'il faut raisonner. Le GBP USD reste dans un range de 600 points et là il est sous pression le câble. Mais qu'est-ce que vous voulez faire là-dedans? Je vois pas ce qu'on peut faire. Alors, en données journalières, ce qui est certain, c'est que j'étais baissier sous la M20 jours. Bon, là je me suis fait un peu piéger. J'étais baissier sous la MVA 20 jours. Ça a marché. Hier, j'annule cette anticipation avec cette clôture, mais au final, j'ai eu tort. Regardez, on a fait une clôture, mais complètement marginale. On a clôturé 20 pips au-dessus de la moyenne mobile. Et là, on est en train d'annuler, c'est pas fini, mais je suis en train de me demander s'il n'y a pas eu un petit piège quand même hier sur la livre sterling. Surtout lorsque je vois l'euro GBP repartir à la hausse, il y a une possibilité quand même intéressante que on remonte en direction des 0,85. En tout cas, c'est bien parti. Eurodoll, même analyse technique, toujours au-dessus de son support, 1,0980, 1,12 en gros, ça bouge pas, il n'y a pas beaucoup de volatilité. Allez, on passe en revue les matières premières, et notamment l'once d'or. Alors le gold, exactement la même approche que proposée ce matin. On a fait hier une structure en ligne pénétrante haussière au-dessus de cette ligne de tendance qui n'a pas été testée avec précision. C'est la seule chose qui me dérange. Oh là, mes graphiques. Bon, alors, le temps que ça recharge, je vais vous la décrire. Donc c'est la fameuse ligne chartiste qui attrape les plus bas du 3 juin et du 24 juin. L'idée c'était d'aller la chercher précisément avant ensuite de l'acheter. Hier le marché a quand même fait une belle reprise sur 1310. Est-ce déjà le point bas?
tant qu'on se maintient maintenant au-dessus des 1320, à savoir 50%, et de la structure hier en ligne pénétrante, pourquoi pas. Faut confirmer tout de suite maintenant. Après, n'écartez pas quand même la possibilité qu'il s'agisse simplement d'un rythme de marché et qu'on aille la semaine prochaine tester la ligne chartiste. Personne ne le sait, mais si vous pensez que le point bas est fait, acceptez de gérer votre risque tout de suite sous 1320, parce que s'il est fait, ça doit accélérer et tout de suite. Si ce n'est pas fait, le marché retombe, on accepte à ce moment-là de prendre sa perte, et ensuite on attend avec précision le test de la ligne chartiste qui se trouve exactement à... Alors attendez, le temps que ça charge. C'est quoi ça? Voilà. Donc je zoome, qui se trouve à actuellement, elle est sur 1308, 1309 maintenant. Mais la séance d'hier est quand même intéressante sur le gold. Donc point bas est peut-être déjà derrière nous, mais j'en ai pas encore la certitude. Les pétroles, toujours pareil, le marché tient la moyenne mobile à 20 semaines et se maintient en range. Alors vous avez là les chandeliers journaliers du CFD UK Oil. À peu de choses près, exactement la même approche graphique sur le CFD US Oil. Tant qu'on tient la moyenne mobile, je garde le cap et j'envisage qu'elle agisse sur les cours. Pour l'instant, c'est un fait parce que le marché la paye depuis 3 séances, mais ne casse pas pour autant de résistance. Donc il y a deux choses. Il y a d'une part, en tendance haussière, lorsqu'on veut acheter un support, et le marché est dessus, on peut payer le support. Ensuite, la confirmation vient du dépassement de la toute première résistance. Et si je devais la situer ici sur Lucas Oil, eh bien, il s'agirait des 47,50. Mais pour l'instant, voilà, je confirme le fait que cet indicateur de tendance m'intéresse. Alors attention, là, vous êtes sur un graphique en données journalières, ce n'est pas la moyenne mobile à 20 jours. Parce que parfois on me pose la question, mais je comprends pas, j'ai pas la même moyenne mobile que vous. Je vous rappelle que lorsque vous êtes sur un horizon de temps, ici comme le journalier, vous pouvez double-cliquer sur un indicateur, vous allez dans source des données, et vous pouvez modifier la périodicité de l'indicateur. C'est-à-dire que je peux mettre une moyenne mobile mensuelle sur un graphique en 5 minutes. Je peux faire ce que je veux. Ici, avec cet onglet déroulant, vous faites ça. Donc là j'ai mis une MM 20 semaines sur un graphique journalier. Pour quelle raison? Parce que c'est un indicateur de tendance de long terme qui agit sur les cours sur longue période. Et là, c'est intéressant de noter qu'en intraday, on la teste, cette moyenne mobile de long terme. Donc, c'est pour ça que ça m'intéresse. Alors, question d'Olivier sur l'AUD USD, donc j'y retourne sur le Forex. L'AUD USD. Alors, la question, pouvez-vous expliquer en quelques mots sur l'AUD USD si la divergence haussière 4 heures est validée et comment le savoir? Alors on va passer en 4 heures. Donc pour l'instant sur la UD/USD, ce que nous dit le marché, c'est d'une part l'action de la ligne chartiste, puisque vous constatez comme moi que le marché la paye. Y a-t-il une divergence? Pour le savoir, eh bien, on passe en cours de clôture, parce qu'un indicateur de momentum se détermine en utilisant les cours de clôture, et pas la volatilité basse ou haute du marché, donc qui est représentée par les mèches hautes et basses de vos chandeliers. Y a-t-il une divergence? Il y en avait une éventuellement sur cette succession de points bas. Là, il n'y en a pas, dans le sens où le prix est confirmé par le RSI, ils ont la même direction. Donc moi, je ne parlerai pas de divergence, donc ni de validation, mais simplement d'une stabilisation au-dessus d'une ligne chartiste qui sera le point bas si on dépasse encore une fois les fameux 75-10. Et j'y crois toujours tant qu'on se maintient sur la ligne chartiste. Ça fait partie, on va dire, des graphiques où on peut faire des stratégies de trading parce qu'on sait précisément comment gérer son risque. Il est limité. Alors question de visiteur, comment est-ce qu'on passe d'une échelle arithmétique à une échelle logarithmique? Alors vous allez sur l'axe des ordonnées, vous faites clic droit et là vous mettez échelle logarithmique. Ce type d'échelle n'a d'importance que sur les graphiques de long terme, parce que si vous regardez un graphique par exemple du S&P 500 à long terme, passer de 800 à 900 n'est pas la même chose que de passer de 2000 à 2100 en termes de pourcentage, en termes d'amplitude, de capitaux. Donc voilà. Mais là, en gros, clic droit, échelle logarithmique. Voilà. Voilà.
Eh bien écoutez, ainsi s'achève le 13h des Day Traders et je vous retrouve à 15h15 pour le Wall Street Insider, l'ouverture de la session américaine et un débriefing des chiffres du Canada. Merci à tous et à tout à l'heure.